Hotep et bienvenue à la Kémitosphère. Nous allons parler aujourd'hui des conditions requises pour être pharaon. Tout le monde parle du pharaon, mais beaucoup n'ont pas aussi une idée concrète des conditions requises pour être pharaon. Celui-là qui dirige l'Égypte sur le plan militaire, politique, économique, spirituel et scientifique. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner tout en activant la cloche de notification pour ne plus jamais rater nos vidéos. Veuillez aussi liker la vidéo pour que les robots YouTube nous encouragent à travailler. Nous allons entrer dans le vif du sujet en évoquant tout simplement les conditions requises pour être pharaon. Déjà, l'une des premières conditions, c'est qu'il faut avoir une mère d'origine nubienne. La société égyptienne étant matriarcale et les Égyptiens ont pour ancêtres les Nubiens, c'est-à-dire les Soudanais. Pour être confirmé pharaon, il va falloir que ta maman ait des origines soudanaises. C'est l'une des premières conditions. L'héritage se fait à travers la lignée maternelle. La deuxième condition, c'est que il faut être un initié. Par initiation, ce n'est pas forcément le type d'initiation que nous avons actuellement en Afrique actuelle, mais c'est une sorte d'école. C'est une sorte d'école qu'on intègre tout petit et cette école nous prépare à la vie d'adulte, ça nous prépare à la gouvernance, ça nous prépare au leadership et donc c'est que le pharaon, le futur pharaon doit depuis son enfance passer par ces étapes-là qu'on appelle l'initiation. Il faut parler la langue égyptienne. Pour pouvoir être pharaon, il faut parler la langue du pays. Ça fait partie des critères. Pour être confirmé pharaon, l'un des critères aussi, c'est que il y a des rituels qui se font. Des rituels se font en Égypte même. Et ce rituel est dirigé par le grand prêtre d'Amon. Le même rituel se fait au Soudan, en Nubie et aussi en Ouganda. Parce que les Égyptiens, comme je disais tantôt, ont pour leurs ancêtres les Nubiens, c'est-à-dire les Égyptiens. Maintenant, quand tu viens en Nubie, ils te diront que leurs ancêtres viennent de la région des Grands Lacs. Et par là, certains localisent l'endroit où se trouve l'Ouganda actuel. Donc, les rituels se font en Égypte, au Soudan et aussi en Ouganda pour être confirmé pharaon en Égypte. Maintenant, l'intronisation, c'est-à-dire la dernière étape, c'est que c'est la mère du futur pharaon ou alors sa tante maternelle qui pose la couronne sur la tête du pharaon ou alors du candidat pour qu'il devienne définitivement le pharaon, c'est-à-dire le représentant de Dieu en Égypte, celui-là qui a les pouvoirs politiques, économiques, militaires, spirituels et scientifiques et qui dirige l'Égypte. C'est pour dire qu'en Égypte, c'est la femme qui détient le pouvoir et elle confie la gestion de ce pouvoir à l'homme parce que l'homme a cette puissance physique de bouger, à cette énergie de penser, de mener la guerre. Et donc, la femme lui confie le pouvoir. Mais en réalité, c'est elle qui détient le pouvoir. Autant que la mère ou la tante du pharaon lui pose la couronne, cette femme, cette mère peut revenir un jour reprendre sa couronne. Dès lors, vous n'êtes plus le pharaon. Et cela dépend des contextes. Parce que la gestion du pays est axée sur des critères de gouvernance définis par la société. Il y a aussi des conseils de sages qui font office de contrepoids. Et donc, si le roi a dépassé vraiment les limites, ce que les conseils de sages, avec les autres institutions,
de gouvernance peuvent entrer en échange avec sa mère et s'ils sont d'accord, la mère viendra reprendre sa couronne. C'est-à-dire, vous n'êtes plus pharaon. Donc, de ces critères énumérés, nous savons aussi que l'Égypte pharaonique, par moments, a été envahie par les étrangers. Et ces étrangers envahisseurs se sont autoproclamés pharaons. Alors que, comme j'ai cité, ce sont des étrangers qui n'ont pas des mères d'origine soudanaise, donc ne peuvent pas être pharaons. Ils ne sont pas initiés du tout, donc peuvent être exclus de la possibilité d'être pharaons. Peut-être que certains parlent la langue du pays, c'est-à-dire la langue égyptienne, mais tant que tu n'as pas une mère soudanaise, tant que tu n'as pas été initié, le prêtre d'Amon, celui qui est censé faire le grand rituel devant permettre de te confirmer pharaon, ne va pas organiser ce rituel-là. Il préfère même qu'on l'assassine. Donc, tous ceux qui avaient envahi l'Égypte et qui se sont autoproclamés pharaons, en réalité, ce ne sont pas des pharaons. Nous ne le reconnaissons pas, c'est des faux, c'est des usurpateurs qui ont réussi à envahir l'Égypte et qui ont déshumanisé la civilisation égyptienne. Et c'est dommage pour nous aussi parce que quand vous lisez certaines histoires de l'Égypte pharaonique, de fois on prend les parties des récits de ces rois envahisseurs pour décrire tout l'ensemble des pharaons noirs, par exemple dans la Bible. Et par là, on essaie de décrire les pharaons comme les êtres les plus méchants que l'humanité ait jamais connus. La société africaine était axée sur la Maat, qui est un ensemble de 42 lois et de 77 commandements. La Maat interdit formellement de prendre la vie d'un être humain, ça interdit de réduire l'être humain en esclavage, ça interdit également de garder un humain en prison. Donc, toutes ces institutions n'existaient pas en Égypte. C'était des pharaons étrangers envahisseurs qui, par moments, ont réussi à envahir l'Égypte. Ils se sont autoproclamés rois et ils ont commencé à imposer les mécanismes de gouvernance de leur propre pays en Égypte. Et malheureusement, le monde scientifique, comme il manque toujours d'objectivité quand il est question de parler des humanités classiques égypto-libyennes, on prend des parties qui ne relèvent pas de la civilisation africaine pour en faire l'Égypte ancienne. Et par là, nuire à l'image de nos pharaons noirs qui sont plutôt des êtres dignes de ce nom et que jusqu'à présent, nous les respectons. Peut-être, merci et à très bientôt.